L'invité des matins jusqu'à 9h, Jean-Louis Nadal. Bonjour Monsieur Nadal. Bonjour. Je précise, je rappelle que vous êtes ancien procureur général près la Cour de cassation à Paris, que vous avez pris votre retraite au 30 juin dernier. Vous êtes ancien président du Conseil supérieur de la magistrature et vous avez été, il y a bien longtemps, conseiller technique au cabinet du garde des Sceaux, Robert Badinter, en charge des questions de nomination dans la magistrature. Déjà toute une passion pour vous, c'était de 83 à 84, puis en 86. Alors nous vous recevons ce matin, monsieur l'ancien procureur général près la Cour de cassation. Autrement dit, c'est comme ça qu'on dit toujours, vous me corrigez si vous trouvez qu'il y a un truc un peu imprécis, parce que vous êtes l'ancien plus haut magistrat de France. Non, je suis le plus haut magistrat du parquet. Voilà. La magistrature est composée de magistrats du siège et du parquet. Le siège, ils sont assis, le parquet, ils sont debout. Si vous voulez. Ouais. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Le siège, ils sont indépendants, le parquet, ils sont à l'ordre de la place Vendôme. C'est un des plus gros problèmes sur lequel tout à l'heure, peut-être, nous reviendrons. Ouais. Alors, il faut tout de même dire que c'est à vous que l'on doit, excusez du peu, par exemple, au printemps et à l'été qui vient de passer, l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Madame Lagarde dans l'affaire Tapie. Vous êtes donc à la retraite depuis un peu plus de 2 mois, Jean-Louis Nadal, et vous n'en avez peut-être pas fini tout à fait avec les affaires et les dossiers qui vous préoccupent, et vous entendez bien livrer, nous avez-vous dit, en préparant cette émission, quelques combats pour restaurer notre état de droit. Et voici que l'actualité n'en finit pas tout de même d'affaires politico-financières en ce moment. Est-ce que vous êtes vous aussi, tout est Bobby, comme tout à l'heure Corinne Lepage, devant les révélations du week-end, les mallettes à double fond de la République révélées par Monsieur Bourgi via un livre de Pierre Péan. Décidément, c'est encore un coup dans la République, Jean-Louis Nadal? Oui, alors j'ai lu comme... vous avez un avis là-dessus? Oui, je vais vous dire ce que je pense. J'ai lu le JDD, sur ces 3 pages. Je ne donnerai pas mon sentiment sur tout ce qui est tractation sur le contenu de cet article. C'est à la justice à faire toute la clarté. Mais cela traduit et me renforce dans cette conviction qu'il est temps dans ce pays de mettre un terme au désordre. Il y a un impératif catégorique dans notre démocratie moderne, c'est restaurer l'état de droit. Et à cet égard, l'entreprise... Comment ça restaurer l'état de droit? On n'est pas dans un état de droit en France aujourd'hui? Non, c'est dans un état restaurer, de droit... Restaurer, ça veut dire que ça n'existe plus. Remettre les pendules à l'heure. Chacun à sa place. La République est faite d'acteurs du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de l'autorité judiciaire, en attendant qu'elle devienne, je l'espère, un pouvoir. Chacun à sa place, et c'est à ce prix, dans la complémentarité, chacun dans ses propres responsabilités, que le pays peut trouver une justice qui fonctionne. Monsieur Nadal, il faut être précis pour des exemples. De quoi, dans ces cas-là, souffre la justice en France, précisément, s'il faut la restaurer? C'est quoi? Quels sont les problèmes? Alors, ils sont multiples. Là, vous abordez une dimension assez impressionnante. C'est quoi? C'est le manque de moyens? Bien entendu. S'il fallait en lister, c'est les moyens, c'est la question de l'exécutif, c'est la défiance de l'opinion publique, la question de l'indépendance. Tout à fait. Vous égrenez tout à fait le chapelet de ce qu'il faut restaurer. Entre polémique et réforme problématique, le monde judiciaire aujourd'hui est soumis à un traitement qui ne fait qu'aviver une ambiance de crise permanente sur fond de faillite matérielle, au prix notamment d'une forte dégradation de la confiance qu'éprouvent à son égard les citoyens. Je vous donne un exemple tout chaud. En venant ici, j'étais donc, grâce à vous, conduit par un chauffeur de taxi, et il avait entendu, et il me demandait où j'allais. Je lui dis à cette émission. Et les propos qu'il me tenait d'un homme, la justice est rendue au nom du peuple, eh bien, c'était son expression. Il n'y a pas de justice crédible dans ce pays. Il y a la justice des grands, la justice des petits. La justice est devenue aujourd'hui comme une aiguille folle sur un champ magnétique. On perd le nord et aujourd'hui on instrumentalise. Toute instrumentalisation à des fins partiales est absolument déplorable. Alors,
le malaise, il est complet. Pourquoi? Il y a eu, on ne peut en parler qu'en faisant très rapidement, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver toutes les clés, toutes les solutions. Mais aucune réforme ne peut faire l'économie d'un bilan. Je vous coupe parce que je voudrais qu'on essaie de voir pour comprendre, parce que c'est quand même des choses très compliquées, la question de la justice, pour la comprendre quand on n'a pas fait des études de cet ordre-là. Un exemple, alors, mettons, est-ce que la lenteur, justement, pour mettre en place le procès Chirac, par exemple, pour vous, est un exemple de ce qui ne va pas dans la justice, puisque ce procès qui se tient enfin en ce moment, certains disent, non pas qu'il se tient enfin, certains disent qu'il se tient trop tard, plus de 15 ans, avant même d'ailleurs que les faits qui sont reprochés à Jacques Chirac, avant même qu'il soit président de la République. Est-ce que là, selon vous, ça pose un problème sur la valeur de la justice française? Tout à fait. Jean-Louis Nadal. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs des réformes qu'il faudra mettre en marche. Je le pense à un moment donné. Le problème de la responsabilité pénale du chef de l'État est un problème qu'il faut revoir de fond en comble. On ne peut pas rester dans cette situation, comme vous l'avez parfaitement évoqué, 15 ans après. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a eu, ça fait partie des réformes qui étaient annoncées et qui n'ont jamais été suivies des faits. Il devait y avoir une réforme du statut pénal du chef de l'État. Finalement, on en est resté à l'immunité du chef de l'État, sauf à trouver simplement un biais touchant, je crois, à des comportements qui pourraient, heureusement, mettre le chef de l'État dans une situation indigne d'exercer ses fonctions. Mais on n'a rien évolué, on n'a pas bougé. Et je pense que le projet de loi qui a été déposé, je crois, en 2007, je le dis de mémoire ainsi, n'a pas prospéré. Comme d'ailleurs n'a pas prospéré tout un ensemble de réformes qui ont été toutes comme un millefeuille qui s'est effondré, qui s'est empilé. Alors, il est vrai, un procès de cette nature, 15 ans après, ça n'a pas de sens. Les citoyens n'ont aucune confiance dans la justice. Est-ce que ça passe donc par... Alors, cela dit, il faut faire attention parce que c'est toujours facile du coup d'aller vers de la démagogie quand on dit cela. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut amoindrir, annuler le décalage que l'on dit être celui qu'il y a entre la justice des puissants et la justice de ceux qui ne le sont pas? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'égalité de tous devant la loi conduit à une égalité de traitement. Je pense qu'il faut... Je vous fais observer une chose. Au début de l'émission, vous parliez des affaires que j'ai initiées en saisissant la Cour de justice de la République. Justement, nous allons y venir. La presse, pour certains, ont considéré que je le faisais trop tard. Je fais observer que ces affaires ont été réglées en temps réel. J'aurais été saisi de ces affaires 4 ans avant, c'eût été la même chose. On répond au temps. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que la justice est lente, c'est aussi peut-être qu'il faut donner les moyens, mais je vous garantis que la justice fait le maximum pour répondre à ces impératifs de célérité, mais encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Jean-Louis Nadal, vous êtes à l'origine de l'enquête qui a été ouverte le 4 août par la Cour de justice de la République, la seule instance pour mémoire capable de juger les ministres en exercice. Vous êtes donc à l'origine de cette enquête qui, au fond, met en cause Mme Lagarde dans l'arbitrage qui fait qu'on a accordé à Bernard Tapie 400 millions d'euros de dommages et intérêts. Qu'est-ce qui a motivé cet acte? Le respect que de la loi, que de l'état de droit. À cet égard, et je vous le dis avec beaucoup de calme, je n'ai pas bronché, vous avez observé que je n'ai pas parlé, j'ai lu dans la presse des articles qui m'ont absolument surpris, comme selon lesquels il n'y avait rien dans le dossier, et que, au surplus, on était étonné que je puisse entreprendre des poursuites à l'égard des ministres dépendant du pouvoir exécutif. Premier point, la justice est d'un sérieux tel qu'on ne joue pas avec cette institution. On ne joue pas au poker pour voir. Si j'agis, c'est que ça tient. J'avais eu d'ailleurs... Je rappelle juste votre requête, votre requête, Jean-Louis Nadal, en tant que procureur général près la Cour de cassation, a été acceptée. Voilà. Et l'enquête est ouverte, je cite, pour complicité de détournement de biens publics et complicité de faux
enquête ouverte sur Christine Lagarde. Tout à fait. Tout à fait. Si, je le répète, j'ai pris cette initiative, ce n'est pas pour des raisons absolument invraisemblables. C'est qu'il y a un état de droit, il y a la loi, il y a une procédure. Et je vous fais observer, puisque vous me parlez de la Cour de justice de la République, donc on va rester sur des problèmes institutionnels. La Cour de justice de la République est mise en œuvre les poursuites par le ministère public et la Cour de cassation, dont le procureur général est le patron. Elle saisit une commission des requêtes, entendez-vous bien, et j'en suis fier. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de 7 magistrats, 3 magistrats de la Cour de cassation, 2 conseillers d'État, 2 conseillers maîtres à la Cour des comptes. Aujourd'hui, la complexification... Qui sont sur ce dossier, qui enquêtent sur ce dossier, qui ont examiné ma saisine. La délinquance aujourd'hui, les dysfonctionnements aujourd'hui, ne sont pas dans un monolithisme du droit pénal classique. Il y a un enchevêtrement avec tout ce qui est réglementaire, relevant du droit administratif, ou surtout du domaine économique, financier. Vous nous dites que Mme Lagarde est une délinquante ? Non, ne dites pas ça du tout, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Je dis la délinquance aujourd'hui est très difficile à analyser. Elle est aujourd'hui d'une complexité, d'un enchevêtrement de législation considérable. Cette commission des requêtes a fait un travail exemplaire, puisqu'elle a été saisie in rem, c'est-à-dire comme je l'ai écrit moi-même dans ma requête, de l'entier dossier. Et elle a donc ouvert la voie de la saisine de la commission d'instruction. À cet égard, je tiens à le dire, dans le fonctionnement de cette cour, qui est une cour qui a un sens, puisqu'elle juge les politiques, eh bien, les juges d'instruction, qui sont 3 conseillers de la Cour de cassation, sont des magistrats de très haute volée, qui sont des gens qui ne s'inscrivent pas dans le temps. Quand j'entends dire que ça va traîner, eh bien, cela, quelque part, m'amuse. On verra. Selon une formule que tous mes collaborateurs ont connue, qui ont travaillé avec moi, le temps rendra son verdict. C'est du sérieux. Par contre, et on en parlera dans les réformes qu'il faut absolument, à mon avis, entreprendre dans ce pays pour que la justice, que l'état de droit soit restauré, il y a lieu, à mon sens, de revoir oui. Monsieur Nadal, pour d'ailleurs être très précis, il faut bien dire une chose, et entendons-nous bien, on est au stade pour l'instant d'une enquête, oui. et il est bien clair que Mme Lagarde n'est pas, par exemple, mise en examen. Tout à fait. On n'est pas dans cette situation-là. Tout à fait. On enquête sur... On instruit. Le sur dossier, des faits dont vous dites quand même qu'ils vont être sans doute on instruit sur des faits qui sont très sérieux. Je ne me serais pas permis de prendre cette initiative s'il y avait un flou. Je n'ai pas rentré dans le dossier. C'est une affaire quand même qui est lourde de conséquences. Songez au montant des millions d'euros qui sont sortis par un arbitrage qui s'est avéré qu'il avait une grande fragilité. Et à cet égard, s'il faut restaurer l'état de droit, car il faut le restaurer, je pense qu'il faudra mettre en place une commission nationale de contrôle des arbitrages dès lors qu'ils sont discutés. Il y a des principes déontologiques. Imaginez que Mme Lagarde ait agi sur ordre, qu'elle ait fait ce qu'on lui a dit de faire. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Moi, je n'ai pas à penser si elle a agi sous ordre ou pas. J'ai observé un dossier qui comporte des fragilités évidentes d'illégalité et d'irrégularité dont la ligne jaune a été volontairement ou involontairement, l'instruction le dira, franchie, et qui a mené sur un sas de qualification qui n'est pas quand même incolore, inodore et sans saveur. C'est complicité de faux et détournement de fonds publics. Bonjour Laure de Vulpian. Bonjour Marc. Marc. Vous connaissez bien ici, bien sûr, vous êtes la journaliste, chroniqueuse judiciaire de France Culture. Il faut d'ailleurs vous rendre hommage, c'est grâce à vous que M. Nadal vient parler pour la première fois depuis qu'il est à la retraite.
Ben oui, enfin voilà, c'est une exclusivité France Culture. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est si important que monsieur le procureur ici présent parle pour la première fois? Parce qu'on l'a quand même souvent accusé, on lui a reproché, enfin ça dépend de quel côté on se place, d'être le poil à gratter du président de la République. Alors, expliquez-nous. Ce qu'on attend un petit peu de Jean-Louis Nadal, c'est qu'il nous dise ce qu'il n'a peut-être pas pu dire pendant plein d'années. Il a déjà parlé. Oui, devant le président de la République. Absolument. Lors d'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, il a mis un peu les pieds dans le plat concernant la suppression du juge d'instruction. Je crois que vous étiez hostile à cette Tout à fait. décision, à cette mesure, enfin à ce projet de loi en tout cas. Et puis aussi, c'était la dernière fois, l'année dernière, ou en janvier, pour la séparation des pouvoirs. Donc là, vous avez vraiment mis les pieds dans le plat, vous avez certainement indisposé le président de la République et vous avez peut-être eu des ennuis après, non? Ça vous fait rire? Oui. Non, ce que j'ai fait, je tiens à le redire, relève de l'exigence d'ailleurs de tout magistrat responsable à ce niveau. Quand on est procureur général de la Cour de cassation, premier magistrat du parquet, plus haut magistrat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on doit veiller. On ne doit pas rester, si vous voulez, passif. Comme procureur général près la Cour de cassation, j'ai eu au moins le plaisir d'avoir au moins 2 actions significatives. Une en interne, à l'intérieur même du parquet général de la Cour de cassation, j'ai restauré la légitimité du parquet de la plus haute juridiction française qui était dans le coma. J'ai pris mes responsabilités en mettant le parquet général de la Cour de cassation à l'heure européenne. Nous étions dans la confusion de genre la plus totale, qui d'ailleurs ne gênait pas trop. On avait, pour vous faire court, le parquet participait à ce qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire était associé à tout le processus d'élaboration de la décision et participait même au délibéré, alors que les avocats n'y participaient même pas, ne participaient pas à ce processus. J'ai mis les pendules à l'heure en faisant la distinction, avec d'ailleurs l'accord du premier président Guy Canivet, qui a salué le courage que j'avais de remettre les pendules à l'heure, à savoir un conseiller, c'est un juriste, un savant du droit qui rend ses décisions, un avocat général qui est aussi un savant du droit, mais qui doit apporter le droit avec son impact dans la société civile. Donc mon parquet général de la Cour de cassation, le parquet général de la Cour de cassation, c'est ouvert à la société civile dans tous les domaines économiques, sociaux, financiers, etc. Deuxièmement, pour mettre le parquet général à l'heure européenne, j'ai créé la conférence des procureurs généraux des cours suprêmes européennes et je puis vous dire qu'aujourd'hui c'est un indicateur sur l'état de santé de notre justice. Lors de la dernière conférence des procureurs généraux européens, on m'interpellait en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans la justice française ? Ça turbule, ça ne va pas, monsieur Nadal. » Eh bien, j'ai expliqué pourquoi. Oui, ça ne va pas, parce qu'il y a aujourd'hui, chacun, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, chacun doit se tenir à sa place. Les juges, il faut leur laisser faire le travail. Les juges travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Moi, je vous demande, comme journaliste, d'aller passer une journée à la permanence du parquet de Bobigny. Vous verrez à quelle heure terminent ces journées, le rythme infernal qu'il y a là-dedans, et il en est de même à Évry, il en est de même à Paris, il en est de même à Strasbourg, il en est de même à Toulouse, il en est de même à Marseille. Alors on ne mesure pas, si vous voulez, cette ampleur, cet engagement. Et moi je rends hommage à mes collègues, à la première ligne, puisque nous sommes en train de parler, nous sommes dans une saison de rugby, eh bien la première ligne des magistrats, elle est forte. Et elle mérite un coup de chapeau. Alors, bien sûr, il y a de temps en temps un accident, et sur cet accident, ça devient une affaire d'État. Et à partir de là, on essaie de s'approprier la justice. Non, elle est faite pour le bien public, elle est rendue au nom du peuple français, et il ne faut pas tomber... L'État n'a pas à devancer les éventuelles critiques de l'opinion sur telle ou telle procédure, non, la justice, ou en tout cas à désigner, à montrer du doigt les magistrats. La justice est un service de l'État, elle n'est pas là pour rendre des services à l'État. Jean-Louis Nadal, donc invité les matins de France Culture, avec dans cette partie débat Corinne Lepage, Clémentine Autain, avec nous bien sûr Laure de Vulpian, et voici Brice Couturier, monsieur Nadal, pour la chronique de 8h, les 8h20. Bonjour Brice. Bonjour Marc et bonjour monsieur Nadal. Ainsi, le juge Fabrice Burgot vient d'être nommé auditeur du premier grade à la Cour de cassation. Cela pourrait passer pour une provocation dans la mesure où cette promotion intervient précisément au moment où sort dans les salles le film Présumé coupable, tiré de l'épouvantable erreur judiciaire que son nom symbolise, l'affaire d'Outreau.
Étant donné les dégâts que ce juge a infligés à la vie de 13 personnes, c'est un peu comme si Jérôme Kerviel avait été nommé au conseil de surveillance de la Société Générale. Alors, cela ne va pas contribuer à réconcilier les Français avec la justice qui est rendue en leur nom. Selon l'IFOP, en février dernier, 72% des sondés estimaient que la justice, je cite, fonctionnait mal en France. Et une forte majorité pensait que les juges doivent être sanctionnés en cas de faute ayant entraîné une erreur judiciaire et non pas promus. Ces mêmes sondages démontrent que le principal reproche fait à la justice, c'est un excès d'indulgence, spécialement envers les récidivistes. Un certain nombre de meurtres commis par des récidivistes ont montré en effet que certaines libérations sont décidées de manière pour le moins imprudente et sans le suivi indispensable. L'opinion, mesurée toujours par l'IFOP, mais cette fois en juin dernier, c'est plus récent, témoigne d'un durcissement. 67% des sondés sont favorables à la suppression des remises et aménagements systématiques des peines de prison. Il se trouve même une forte majorité de 84% de sondés pour réclamer la perpétuité réelle pour les criminels sexuels les plus dangereux. Les politiques, qui sont à l'affût de ces mouvements d'opinion, ont perçu cette évolution et leur discours se fait de plus en plus sécuritaire à mesure qu'approchent les élections. Mais les magistrats, eux, on vient de l'entendre, renâclent devant les peines planchées et réclament davantage d'indépendance. Mais lorsqu'ils invoquent le principe de séparation des pouvoirs, comme vous venez de le faire, Monsieur Nadal, pour tenter de se protéger des critiques, on est en droit de se montrer circonspect. En effet, si ce principe de séparation des pouvoirs avait prévalu, nous n'aurions pas bénéficié des lumières terribles jetées par la commission d'enquête parlementaire présidée par André Valigny sur les dysfonctionnements révélés par l'affaire Doutreau. Les parlementaires qui la composaient avaient fait d'ailleurs à l'issue de leur enquête un certain nombre de suggestions pour prévenir la réédition de semblables tragédies. Les avis sur la manière dont étaient suivies ces recommandations divergent. Pour les plus pessimistes, rien n'a vraiment changé. Il est bien dommage que notre langue française ne dispose pas d'un équivalent au terme anglais d'accountability. Celui-ci fait en effet référence à la manière dont un détenteur d'autorité a le devoir de rendre des comptes, de la manière dont il assume la mission dont il est chargé, y compris des résultats qu'il a obtenus. Et ce, devant le public au sens large, et non pas devant sa seule hiérarchie. Certes, il faut le rappeler avec force, les juges sont au service du droit et non au service de l'autorité qui les nomme et qui les paie. À ce propos, la question de l'indépendance du parquet est plus que jamais sur la table depuis les affaires Clearstream et Bettencourt. Mais tout pouvoir supplémentaire implique une responsabilité accrue. Les magistrats en sont-ils bien conscients ? Réponse, Jean-Louis Nadal, à la question de Merci justement de cet ensemble d'observations. J'avais d'ailleurs lu moi-même, pris connaissance de ce sondage. Alors je vais essayer, vous me reprendrez si j'omets des points qui vous paraissent devoir exiger une réponse. Voilà. Je vais d'abord vous dire les choses sur un premier point lorsque vous parlez de M. Fabrice Burgaud. Monsieur Fabrice Burgaud vient d'être nommé, c'est pas une promotion, c'est une promotion, oui, il passe au premier grade, il est nommé auditeur à la Cour de cassation, c'est-à-dire un service où on prépare, on contribue à la préparation des arrêts. C'est un service juridique, c'est un service où on travaille en juriste, sur les lois, sur le droit comparé, sur la jurisprudence. Et je dois vous dire une chose, j'ai peut-être l'avantage ou l'inconvénient de connaître les 7/10 de la magistrature. Monsieur Burgaud, qui après ce tsunami a œuvré au parquet de Paris, a fait au parquet de Paris un travail d'une qualité telle que le procureur de la République et le procureur général l'ont proposé à cet avancement. C'est un avancement hiérarchique, mais ce n'est pas une responsabilité particulièrement significative. Bon, ceci étant, ça me permet aussi de dire certaines choses. Vous avez parlé de la commission parlementaire et de l'affaire Outreau. Dans l'affaire Outreau, c'est normal, vous avez parlé du film. Vous l'avez vu ? Vous avez vu le film ? Oui, je l'ai vu. J'ai vu le film. Et enfin, en 2 mots oui, en 2 mots. C'est un film violent. C'est un film très dur qui traduit parfaitement le désarroi, la déstructuration, la déstabilisation d'un être qui ne comprend plus ce qui se passe et qui donc vit un drame épouvantable. Et donc, bon, c'est quelque chose de... C'est d'ailleurs la justice est à cet égard un acte violent, il faut le dire. Eh bien, là, c'est une réalité. Bon, ceci étant,
comme vous l'avez rappelé, la commission parlementaire j'observe, qu'entre la clôture des travaux de la commission parlementaire et l'élection présidentielle de 2007, il s'est écoulé un certain nombre de mois. Pour la première fois dans ce pays, passez-moi l'expression, qui est politique, la gauche et la droite étaient d'accord. M. Houillon et M. Valigny ont fait un travail remarquable. Plus d'une soixantaine de propositions ont été émises, qui étaient consensuelles. J'aurais souhaité, républicain de la justice que je suis, déontologue ayant une éthique de serviteur de l'État, intègre, impartial, qu'à la juste distance pour que les réformes soient salutaires et améliorent le fonctionnement de la justice, j'aurais souhaité qu'on se mette immédiatement au travail. C'est mis au travail une partie des conclusions de la commission qui a mené quelque chose qui était en soi attachant et sérieux. Des pôles d'instruction, la collégialité. Il y a une loi, elle n'a pas été appliquée, Oui, il y a une et loi. elle a été, passez-moi l'expression, un peu chimique, elle a disparu comme un carré de sucre dans l'eau. On n'a même pas expérimenté les pôles d'instruction. Pour quelle raison? Comment se fait-il qu'une loi qui a été votée par exemple n'est pas appliquée là? C'est quoi Par la justice. le problème? Voilà, par la justice. Écoutez, il y a deux raisons. Avec, La première- avec, comme vous le dites, consensus gauche-droite pour Oui. l'élaboration de cette loi. il y a deux raisons. Il y en a Tout une est idéal, là, tout est parfait. Voilà, pour que, a il y en a priori, une, on avance. il y en a vers une qui va de soi, qui est le problème des études d'impact qu'il faut créer. Il y a à mettre en des dispositifs. Donc, ceci a été retardé naturellement. Mais, je pense que le temps a amené une rectification, la suppression de cette collégialité, pour la raison suivante. On a tenté de réformer le code de procédure pénale en faisant un positionnement qui a mené à la suppression du juge d'instruction. Vous le savez, et la Cour de cassation en Assemblée générale. Parquet et siège. Parquet et siège a émis un avis extrêmement défavorable, une critique très vive. On ne pouvait pas aller à la suppression du juge d'instruction sans réformer le parquet. Or, on ne voulait pas, dans ce pays, réformer le statut du parquet. Voilà. Ça, c'est un premier point. Alors, je ne vous ai pas répondu sur tous les secteurs, mais je vous fais observer, cher monsieur. La collégialité, elle n'est toujours pas en œuvre. La collégialité, attendez, je vous fais observer une chose. Oui à la responsabilité des magistrats. Oui à un surcroît de déontologie. Oui, un surcroît de responsabilité. Alors l'affaire Kerviel est un bien mauvais exemple de ce point de vue-là. Tout à fait. Pardon, l'affaire du juge Burgot. Écoutez, non. La comparaison m'entraîne. Non. Écoutez, il y a eu l'affaire Burgot, il y a eu l'affaire Lambert. Écoutez, la collégialité, j'étais conseiller de Robert Badinter au moment de l'affaire de la Vologne. C'est Robert Badinter lui-même qui est allé vers la collégialité. Donc cette collégialité, elle me paraît, si vous voulez, s'enraciner dans une responsabilité dans l'État particulièrement fiable. On ne l'a même pas mise. On a dissous cela. Parce que la conduite des enquêtes, la conduite des procédures doit aujourd'hui être d'une manière plus profonde dans les mains du parquet. Alors, il y a parquet et parquet. Moi, je suis pour un parquet. Avant que le parquet soit indépendant, il faut qu'il soit responsable. Écoutez, tout à l'heure, je pouvais expliquer comment ces dérives de l'état de droit ont eu lieu. L'évolution de la magistrature, du fonctionnement du parquet, est assez édifiante. Je me suis expliqué le 17 juin à Versailles, lors des assises de la séparation des pouvoirs, à la salle du jeu de pommes. Il y a une évolution extraordinaire. Écoutez, j'ai commencé ma carrière très tôt, et en 1900, je m'en souviendrai toujours, en 1970, il n'y avait pas de procureur de la République. Je suis sorti, j'ai fait fonction de procureur de la République en sortant du CNEJ, du Centre national d'études judiciaires. J'avais à Saint-Nazaire des affaires de la Ligue trotskiste-maoïste, les incidents graves entre les ouvriers, les syndicats, les affrontements sur le terre-plein de Paouette, les chantiers navals, les affaires de Nancy, je les ai eus. J'étais tout jeune, j'avais pas de procureur de la République. J'avais donc comme supérieur hiérarchique qu'un procureur général. Un grand PG, je dois le dire. Un PG comme, si vous voulez, ça vous donnait foi d'être parquetier, d'être magistrat du parquet. J'ai eu notamment une affaire où, sur les instructions écrites, il m'était demandé de requérir 18 mois d'emprisonnement contre des manifestants dans les affrontements. Je m'y suis refusé. Mais je m'y suis refusé loyalement. Je me suis entretenu avec mon procureur général.
Et vous vous êtes refusé quoi? Au nom de la loi? Oui, au nom de la loi. C'était contraire à la loi. Non, au nom du droit. Au nom de l'individualisation. La justice n'est pas faite pour être une mécanique. Le juge est quelqu'un qui doit avoir un discernement. Et le parquetier, qui doit rester un magistrat, doit avoir un discernement aussi puissant que celui d'un magistrat du siège. Ça, c'est la question des peines planchées. Hein. Voilà. Donc, c'est important. Eh bien, je me souviens très bien qu'en discutant avec mon procureur général, il était allé à la chancellerie et il m'avait rappelé en me disant, écoutez, Jean-Louis Nadal, je vous laisse, j'ai confiance en vous, la parole est libre, comme vous le dites, mais bien, j'ai gardé la parole. Et je me souviens très bien, à l'audience, la défense me chargeant en me disant, mais monsieur le procureur, vous avez des instructions? Oui, j'ai dit, j'ai des instructions et je vais vous les lire. Mais la parole est libre. Ici, le terre-plein de Parouette, c'est pas le boulevard Saint-Germain. C'est pas la 17e chambre du tribunal de Paris. C'est autre chose. Il y a un ordre public local. La justice, elle est faite d'une mesure, non seulement pour toutes les femmes et les hommes qui sont concernés par l'appareil, mais également par l'ordre public, par le tissu local, régional. C'est une responsabilité énorme. Je vous le dis, chers amis, dans la République, il y a de très beaux métiers. Mais celui-ci, c'est allemand. Après 44 années de carrière au service de l'État et de la justice, je le dis, j'ai pas peur de le dire, c'est le plus beau métier. Parce que c'est celui où vous êtes au cœur de tous les dysfonctionnements individuels et collectifs. C'est celui qui vous permet, parce que vous avez une déontologie, parce que vous avez une règle de conduite, de dire à certains qui ne veulent pas entendre ce qu'ils voudraient entendre que la justice doit passer conformément à l'état de droit, à la loi, et avec, s'il le faut, la sévérité et l'humanité qui convient adaptée à chaque situation. En tout cas, il ne sera pas dit que vous n'avez pas le sens de l'éloquence, monsieur le procureur. Beaucoup de mains se lèvent autour de la table. Alors, je ne vous présente pas Corinne Lepage, évidemment. Corinne Lepage qui, le lundi, fait Le Monde selon. Il faut dire un mot de la coulisse, tout de même, hein, pour les auditeurs. Corinne Lepage, c'est que vous avez, saisi Jean-Louis Nadal dans l'affaire Woerth-Bettencourt et Woerth-Compiègne. Tout à fait. Je voudrais essayer d'expliquer très brièvement l'importance de ce qu'a accepté Alors voilà, je vais vous M. donner Nadal. un peu bref les uns les autres pour qu'on arrive à aborder d'autres sujets d'ici la fin de l'émission. Voilà. Quand j'ai écrit à M. Nadal au mois d'août 2010, c'est ça. Nous étions dans une situation dans laquelle tout était bloqué. C'est-à-dire que nous avions un procureur de la République à Nanterre, M. Courroy, pour ne pas le nommer, qui mettait le manteau de Nessus sur tout. Il ne se passait rien. Et je me suis posé la question de savoir... Dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Woerth-Bettencourt, et il y avait Compiègne aussi. Et donc je me suis posé la question de savoir ce qu'un citoyen, parce que j'ai agi à ce titre, hein, même en tant que député, mais un citoyen pouvait faire. J'ai regardé la Constitution, je me suis rendu compte que le procureur général près la Cour de cassation était la seule personne en France qui avait le pouvoir de débloquer les choses. Et donc, je lui ai écrit une lettre assez On pourrait dire sur les mots, pour dire, parce que on le sait peu, que cassation, c'est le mot de cassation lui-même contient ce que vous dites. Procureur général près la Cour de cassation. On annule ministère public près la Cour de justice de la République, donc procureur général de la Cour de justice de la République. Voilà. Donc, il n'y avait que lui, d'après notre Constitution, qui pouvait débloquer les choses. Donc, je lui ai écrit et il m'a répondu très rapidement et a donné suite à ma demande, en saisissant, effectivement, mais ça, il pourrait le raconter. Alors, cela dit, ça permettait, c'était l'alibi parfait pour M. Nadal de ne pas passer seulement pour un procureur socialiste, quoi, c'est ça, ou de gauche. Moi, j'ai agi, je vais vous dire. On dit souvent, oui, mais M. Nadal, ça s'énerve beaucoup sur Lagarde, sur Woerth, sur Sarkozy, parce qu'il est de gauche. Mais je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais de droite ou de gauche. M. Nadal. Oui, alors, permettez que je m'explique. Oula, ça va être parfait. Ça va être très Touchez pas votre micro. Touchez pas votre micro. Très rapide. Je n'ai pas à rougir. Je suis un citoyen comme les autres. Je suis fils d'enseignants, pétri dans des cultures multiculturelles. J'ai vécu mon enfance au milieu de gens aux conceptions, aux religions et aux opinions extrêmement différentes. Vous êtes né en Tunisie. Et je suis né en Tunisie. Il y avait donc, j'ai vécu mon enfance et mon école primaire avec des musulmans, des juifs, des Italiens, des Maltais, des Siciliens, des Frangaouis. Mon père était de Carcassonne, des Pieds Noirs, etc. Et j'ai appris là, au cœur de l'école, au cœur de la cité, au cœur de la vie, ce que c'était que respecter les uns, respecter les autres, écouter, tolérer. Puis revenu dans l'Aude, terre radicale socialiste, la Dépêche du Midi, eh bien, ça s'est consolidé et je suis un homme de gauche, mais, je tiens à le dire, jamais,
au grand jamais, dans l'exercice de mes fonctions, je n'ai fait transparaître mon penchant pour mes opinions politiques. Je le revendique et je puis assurer que tous les ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont su que j'avais un dialogue et que je savais m'opposer à eux, même quand ils étaient de gauche. Je vous donne un exemple. Et je ne me suis pas opposé. On a discuté. C'est la grande évolution qu'il y a eu dans la dérive de l'état de droit. Quand j'étais procureur général de la Cour d'appel de Bastia, dans la catastrophe de Furiani, où la France, le pays, a été bouleversé par cette catastrophe. Devant cette émotion et cette catastrophe, l'instinct normal, au plus haut niveau de l'État, c'était on dépayse, surtout on ne va pas garder ça à Bastia, ça va être une bombe, c'est explosif. Eh bien non, je m'y suis opposé. Et quand François Mitterrand, revenant, je crois, avec Jacques Lang d'Italie, est venu à Bastia, j'ai fait comprendre que l'état de droit serait ici respecté et que les Corses méritaient que le débat était ici et pas ailleurs. Alors, allez, voilà, ma précision en fait. Alors, Corinne Lepage. Alors, s'agissant de la saisine par Corinne Lepage, la saisine était très bien charpentée. Je l'ai étudiée. Corinne Lepage est avocate. Je l'ai étudiée et j'ai saisi la Cour de justice. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La saisine, à ce moment-là, qui visait le ministre de l'Économie et des Finances, j'ai eu le dossier. J'ai demandé le dossier. J'ai eu donc des documents que j'ai travaillés. Ce travail m'a conduit à ne pas saisir la Cour de justice de la République concernant le ministre, mais à observer que dans la période dans laquelle, que j'appellerais la période rouge, la période ministérielle, elle est précédée d'une période qui est avant l'élection présidentielle. J'ai observé, à travers le travail effectué avec détermination par le parquet, j'ai observé qu'il était temps de saisir des juges d'instruction avec des qualifications. Ça a été mal vécu. Comme procureur général, je suis indépendant, je n'ai pas d'instruction à donner à un procureur général de cour d'appel. Mais je fais une recommandation. Je suis un sage. J'ai 44 ans de carrière. Je connais le parquet. Il n'y a pas, si vous voulez, un recoin de ce secteur que je n'ai pas appréhendé. Et toujours avec dynamisme et mesure. C'est ça la fonction. Elle ne vous épuise jamais. Vous êtes dans un éveil permanent. À cet égard, j'ai observé qu'il n'y avait pas matière à saisir pour le ministre, mais j'ai émis une recommandation. Ça a entraîné des perturbations. Mais Madame Lepage, Corinne Lepage, m'avait également signalé un autre volet, qui est l'affaire dite de l'hippodrome de Compiègne. Et là, j'ai pu, je ne vais pas rentrer dans ce qui est personnel, j'ai pu avoir le dossier, et je dois vous dire que le ministre, l'actuel ministre qui a succédé à Éric Woerth, François Baroin, m'a fait porter le dossier de l'hippodrome par son conseiller spécial. En main propre. Il est en main propre. Et donc, j'ai travaillé ce dossier, et j'ai estimé, conformément à l'état de droit, au respect de l'état de droit, qui avait lieu de saisir. Et je profite juste de cette insiste pour bien dire, pour ceux qui ne connaissent pas le système de la justice, comme c'est d'ailleurs mon cas, que justement ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous ne jugez pas les faits. C'est d'abord la question du droit. Vous ne mettez pas de jugement sur ce qu'on aurait. Est-ce que le droit est respecté? Voilà. Si le droit de la République est respecté. Si le droit n'est pas respecté, si le droit n'est pas respecté, si le comportement dénoncé marque que le droit n'est pas respecté, il y a lieu à poursuite. Je vous donne un exemple d'ailleurs. On a parlé de Éric Woerth et de Christine Lagarde, mais sans trahir quoi que ce soit, j'ai été saisi aussi pour d'autres ministres, par diverses personnes. Si j'avais été quelqu'un de politique, de socialiste, comme on le dit. Oui, mais un procureur, ça peut saisir et dire on verra après. Ah non, voilà. Ça arrive, ça. Un procureur dit bon, allez, on va saisir et on verra après. Ce n'est pas ma conception. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de notre entretien, ce n'est pas un poker. Je n'ouvre pas pour voir. Si j'ouvre, c'est que ça va. Ça va aller au bout. C'est qu'il y a matière à ouvrir. Ça tient comme du béton. D'ailleurs, je dis à Michel Mercier,
que je connais depuis le Lyon très bien, et quand il s'est rapproché de moi, je lui ai dit, mon cher ministre, ça tient comme du béton. Voilà, moi j'y peux rien. Ah oui, le mon cher ministre n'y peut rien. Là, ça tient comme du béton qui est important. Ça tient comme du béton, point. C'est ça, la République. C'est ça, la loi. C'est ça, et pas autre chose. Laure de Vulpian. Oui, alors, c'est vous qui dites si le droit est respecté et surtout si la loi est atteinte, bafouée ou violée. Hein. C'est quand même aussi beaucoup ça, tout à fait. Le travail, le rôle du procureur. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur la collégialité, la notion de collégialité. Donc la loi a été votée, c'est la collégialité des juges d'instruction. Voilà, vous nous dites ce que c'est cette collégialité. Alors, la collégialité des juges d'instruction, il serait 3 au lieu d'être un tout seul, comme l'a été le juge Burgot. Cette loi, elle a été votée définitivement, mais avec une application différée. Et on a différé et différé et différé jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy propose de supprimer le juge d'instruction. Que je sache, cette loi existe toujours et elle pourrait s'appliquer. Il suffirait qu'il y ait un décret d'application. Alors, Clémentine Autain, vous n'avez pas... Il faudrait aussi qu'il y ait des moyens pour faire fonctionner la justice, parce que c'est quand même pas rien, et il faudrait que le pouvoir en place n'ait pas envie d'accroître le pouvoir du parquet au détriment, justement... Je crois que derrière le juge d'instruction, et donc d'accroître la collusion. Derrière tout ça, il y a quand même une forme d'instrumentalisation de la désorganisation de la justice française. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas des hasards, tout ça. C'est une construction très organisée pour mettre en échec ce qui avait commencé avec le lancement des affaires politico-financières qu'il a fallu arrêter, et pour l'arrêter, déstabiliser la justice. L'affaire Doutreau est un drame. C'est épouvantable ce qui est arrivé à ces gens-là. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une utilisation de l'affaire Doutreau pour accroître la défiance des citoyens à l'égard de la justice et avoir un bon prétexte pour ne pas laisser les juges faire leur travail dans les affaires qui dérangent le pouvoir. Il faut quand même comprendre ça. Votre analyse, Corinne Jean-Louis Nadal, est pertinente, je souscris. Laure de Vulpian. En tout point. Vous savez, c'est la réalité, c'est un constat. Moi, je voudrais rebondir sur le sondage dont parlait Brice Couturier. Alors, les Français pensent des tas de choses et ont plutôt une mauvaise opinion de la justice. Mais je pense que c'est des idées qu'on leur met un petit peu dans la tête depuis quelques années et que du coup, on aboutit à une forme de populisme pénal. Tout à fait. Qui n'est pas exactement le reflet. Vous touchez un point sensible, effectivement. Et d'ailleurs, Brice Couturier, dans vos propos, vous avez peut-être omis, parce que j'ai vu ce sondage, que quand même, si la justice si 55% simplement des Français croient en leur justice, par contre, le sondage estime que 82% des magistrats sont compétents. Et c'est un problème important. Pourquoi ? Aujourd'hui, je le dis, halte au populisme, halte à la politisation, halte à l'instrumentalisation de la politique. C'est quoi le populisme? Non, mais les gens populaires, ce terme-là... Le populisme pénal et le populisme judiciaire, c'est amener le peuple à venir se dresser contre la justice au nom duquel elle est rendue. Mais le soi-disant laxisme des juges, quand on dit qu'ils remettent en liberté à tout bout de champ, ou quand on dit que c'est les jurys populaires aussi. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors que les juges ne font qu'appliquer la loi, et les juges éventuellement appliquent les instructions du ministère. Oui, mais le sentiment de défiance, il est aussi alimenté par l'idée qu'il y aurait une justice de classe. Et ça, c'est un sentiment populaire, et le dire n'est pas populiste. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est pas ça, mais faisons attention. Nadal. Je crois que c'est plutôt les jurys populaires. Tout à fait d'accord. Il ne peut pas y avoir de justice à deux vitesses. On n'a pas à s'acharner sur des comportements qui peuvent faire l'objet d'un autre traitement et avoir pour d'autres, que vous soulignez, Micheline Autain, Clémentine Autain, un autre comportement. Ouais. C'est l'égalité de tous devant la loi. Et à cet égard, je tiens à le dire une chose, et vous avez raison. En deux petits mots, non, mais ça c'est très important. C'est très important. Un, la restauration de l'état de droit exige des états généraux. Moi, je n'ai rien contre ce que le peuple au nom duquel la justice est rendue soit associé. Il y a une pédagogie. Un des mots majeurs de l'institution judiciaire. Des états généraux avant les élections présidentielles ou après sur la justice? En 2012. Quel que soit c'est trop court. La campagne présidentielle fait qu'aujourd'hui, les gens vont brouiller le paysage, alors qu'aujourd'hui, il faudrait l'élargir. Le temps de l'élargissement, le temps du débat, vrai, frais, sans détour,
pour que le bien public, pour que la justice soit respectée, ne peut pas sonner maintenant. C'est au moment, à l'issue de l'élection présidentielle, que ça doit se passer. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. 8h46, le coup d'œil de Thomas Cluzel sur la presse, monsieur Nadal. Thomas, rebonjour à vous. Rebonjour. Alors j'ai choisi ce matin pour vous 2 articles. Le premier est à consulter sur le site du journal Libération. Il s'agit d'un portrait datant de juillet 2009. Mon premier, écrit Thomas Hoffnung, est un musulman chiite qui mange du porc, boit du vin et qui a fait baptiser ses 3 enfants. Mon deuxième est né et a grandi au Sénégal avant de faire ses études de droit et de s'installer en France. Mon troisième est un avocat qui n'a jamais plaidé. Mon quatrième est un homme qui dit servir son pays et son président Nicolas Sarkozy, mais qui est généreusement rémunéré par des chefs d'État étrangers, africains, pour ses bons et loyaux services. Et mon tout est Robert Bourgi. Alors, il ne faut pas se tromper, poursuit Thomas Hoffnung, rond et madré parsemant ses propos d'anecdotes souvent drôles et de piques bien senties. Bourgi n'est pas un pied tendre. Et puis, précise l'article, longtemps proche de Jacques Chirac, dont il fut le conseiller dans les années 80, puis de Dominique de Villepin, il est passé avec armes et contacts dans le camp de Sarkozy en septembre 2005. Sarko, relate-t-il avec gourmandise, l'accueille alors à bras ouverts. Ils t'ont fait la même chose qu'à moi, dit-il, faisant allusion à l'affaire Clearstream, mais je les niquerai. C'est chose faite en mai 2007. Le jour de son intronisation, Bourgi est à l'Élysée, dans le carré réservé à la famille. Et quelques mois plus tard, c'est la consécration. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le chef de l'État qui le qualifie de grand connaisseur de l'âme africaine. D'où cet autre article à lire cette fois-ci ce matin sur le site de l'hebdomadaire Marianne et dans lequel Pierre Péan, l'auteur de La République des Mallettes, a accepté de commenter en exclusivité ce matin les révélations donc de Robert Bourgi sur Dominique de Villepin. L'arbre Villepin, dit Pierre Péan, ne doit pas cacher la forêt. Robert Bourgi, ayant compris que Dominique de Villepin était cuit politiquement, a acheminé vers Nicolas Sarkozy non seulement l'argent de Sassou et Bongo, qui lui était destiné, mais y a ajouté également les sommes qui devaient aller dans l'escarcelle de Dominique de Villepin. Quoi qu'il en soit, il serait très étonnant que des systèmes de financement occultes et illicites mis en place depuis une vingtaine d'années se soient brusquement arrêtés au moment de la candidature de Nicolas Sarkozy en 2007. Je rappelle, dit toujours Pierre Péan, que la France vient d'être condamnée pour le scandale des rétrocommissions liées aux ventes de frégates à Taïwan et les péripéties financières autour de la libération des infirmières bulgares en juillet 2007 laissent perplexe. Et Pierre Péan donc de conclure, si on lit bien mon livre, je ne vois pas comment les hommes de Nicolas Sarkozy pourraient passer à travers les mailles du filet. Merci Thomas Cluzel. Nous arrivons dans la toute dernière ligne droite, Jean-Louis Nadal, de cette émission. Avec Laure de Villepin, on avait tout de même envie de vous poser une question. Vous voyez, suite au coup d'œil de Thomas Cluzel, on n'a pas donc oublié qu'on est tout à fait, on est dans une ligne droite vers des élections présidentielles. Tout de même, il y a une arrière-pensée ou pas dans la question de l'affaire Lagarde, dont la Cour de justice de la République est saisie avec une enquête, une instruction de 3 juges d'instruction, entre autres de la Cour des comptes, nous avez-vous dit, Cour de cassation. De la Cour de cassation. L'idée, c'est quoi? C'est que si ça aboutit avant les élections, ça peut changer le cours des élections présidentielles? Alors là, je ne saurais vous répondre. Comment ça, vous Alors, attendez. Vous savez, vous connaissez le dossier. Oui, je connais le dossier. Oui. Oui. Comme je vous le dis, je ne me serais pas permis de saisir si c'était contestable. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je disais que j'avais été saisi pour d'autres ministres. Et puis, je peux le dire. J'avais été saisi par la Ligue des droits de l'homme à l'encontre du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était M. Hortefeux, dans l'affaire des Roms. Et la circulaire elle-même, qui m'était soumise à l'examen, si vous voulez, même si sur le plan de la morale publique, de l'égalité de tous, et la circulaire donnait une priorité d'action à l'égard des Roms par rapport aux autres catégories, il n'y avait pas d'éléments constitutifs d'une infraction de discrimination raciale. Je l'ai étudié au millimètre et je n'ai pas saisi la Cour de justice de la République. Si vraiment j'étais celui que l'on dit, j'aurais saisi pour voir. Oh non, moi je ne saisis pas pour voir. Je saisis quand ça tient. Enfin, en tout cas, ce genre d'affaires, qu'on parle de Robert Bourgi ou qu'on parle de Christine Lagarde, il y a un tel mélange des genres entre la politique, éventuellement des actes délictueux et maintenant la justice, qu'on peut se demander si ça ne va pas tout faire péter, peut-être avant la présidentielle. Non ? Jean-Louis Nadal. Ce genre d'affaires. Écoutez, je ne suis plus le procureur général près de la Cour de cassation, donc je ne suis plus le dossier. Le propre, vous savez, de la justice,
c'est comme l'état de droit, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas parce que certains pensent que les magistrats du parquet ne doivent pas être... On travaille en complémentarité. Les juges d'instruction qui travaillent sur ce dossier sont des gens, je le dis d'ailleurs, d'une exceptionnelle qualité. Ce sont des orfèvres de l'instruction. Ils ont été juges d'instruction, vice-président d'instruction, président de la chambre d'instruction, conseiller de la chambre criminelle à la Cour de cassation. Ce sont des gens qui sont d'un sérieux et d'une technique irréprochable. Donc à un moment donné, il y aura une communication au parquet. Bon, à ce moment-là, on verra ce que mon successeur fera. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis plus procureur général de la Cour de cassation. Mais ce que je voudrais dire, qui me paraît important, avant que l'émission s'achève, c'est il faut avoir l'ambition non seulement de restaurer l'état de droit, mais de dire comment. Il faut restaurer, il faut retrouver et mettre la confiance au cœur de la justice. Pour cela, un des mots majeurs de l'institution judiciaire, depuis la nuit des temps, et je l'ai dit à tous les ministres, quelle que soit leur sensibilité, on ne sait pas communiquer. Il faut une pédagogie, il faut expliquer ce qu'est la justice, son fonctionnement, de la base, à l'école, dans la cité. Il y a des pôles qu'il faut créer sur le plan. Il faut donc, c'est important, il faut aussi, je le dis, en écho de ce que disait... On vous met un bandage et ça ne vous arrête pas. Hein non, il faut restaurer l'égalité de tous devant la loi. Il faut restaurer l'indépendance et l'impartialité. Il faut mettre la recherche, la vérité au cœur de la justice. Il faut donner des moyens à la justice. Merci. Il faut développer des politiques de prévention. Il faut mettre la transparence. Et surtout, il faut travailler dans un climat d'apaisement, de sérénité et de concertation.